Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler à nouveau d'éducation, car il y a énormément d'initiatives locales actives dans ce domaine, et que l'éducation est extrêmement importante dans notre société. Alors dans cet épisode on va à la rencontre de Be Education, qui vise justement à soutenir toutes ces associations et organisations dont le but est d'améliorer l'éducation de nos enfants de manière globale. Lutter contre la discrimination dans les écoles, aider les enfants en difficulté, et bien d'autres sujets encore. Alors que font-ils exactement? Eh bien on en discute avec Margot de Be Education. Bonjour Margot, Bonjour Benjamin. comment ça va? Très bien, écoute, aujourd'hui une belle journée ensoleillée à Bruxelles, donc le moral est bon. Moi aussi je suis content de voir un peu le soleil avant la fraîcheur de l'automne. Et comment s'est passée la rentrée? Et la rentrée, eh bien écoute, de façon professionnelle, donc comme je suis dans le secteur de l'enseignement, était mouvementée avec toutes les incertitudes du Covid. Positivement parce que toutes les écoles sont ouvertes, avec bien sûr une réorganisation en interne qui a demandé beaucoup d'énergie de la part des directeurs d'école et des enseignants. Un contexte qui n'est pas évident pour le secondaire avec le port du masque, mais dans l'ensemble, voilà, des écoles qui sont ouvertes, des enseignants qui sont au rendez-vous, des élèves aussi, et un climat motivé pour vraiment faire en sorte que les apprentissages puissent se transmettre à l'école. Et dans le réseau, voilà, tous les projets qui sont mobilisés pour soutenir le système, également une vraie énergie, une vraie motivation pour profiter aussi de cette situation un peu d'incertitude, pour apporter des solutions nouvelles, pour venir en soutien et dans un contexte où je pense on réalise l'importance de l'enseignement aujourd'hui. Et donc si on parle d'enseignement évidemment c'est parce qu'on parle de Be Education. Alors est-ce que tu peux nous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est Be Education? Oui, alors Be Education, c'est un réseau d'ASBL qui sont actives et engagées pour améliorer l'enseignement en Belgique. C'est né de plusieurs constats. Le premier constat, c'est que aujourd'hui les systèmes éducatifs en Belgique sont qualifiés de bons, mais ont des taux d'inégalité encore très forts, un des plus forts de l'OCDE, et un taux de décrochage scolaire autour de 15%. Et puis, ils sont aussi parfois un peu figés par rapport à un monde qui change. On demande beaucoup aux enseignants, aux directeurs d'école qui parfois manquent d'accompagnement, de ressources, et alors qu'il existe en marge du système plein d'initiatives qui naissent d'enseignants eux-mêmes, de chercheurs, de parents d'élèves, même de privés, d'entrepreneurs sociaux, qui sont là en soutien de l'école. Et Be Education vise à vraiment faire croître l'impact de ces initiatives et favoriser la collaboration avec les acteurs de terrain, avec le système. Donc on se fixe vraiment 4 axes d'impact, qui est soutenir des initiatives qui luttent contre les inégalités et le décrochage scolaire, celles aussi qui visent à renforcer l'apprentissage des fondamentaux, des STEM et des compétences du XXIe siècle. On va avoir dans notre réseau des initiatives qui cherchent à inciter les élèves à agir en citoyens responsables, et enfin des initiatives qui assurent le bien-être à l'école et qui luttent donc contre le harcèlement. Aujourd'hui, donc, on a 27 organisations dans le réseau, qui a été lancé en 2020. Et qu'est-ce qu'on apporte à ces organisations? On les soutient à travers des formations qui leur permettent de monter en compétences et de se renforcer leur équipe opérationnelle pour plus d'impact. On organise aussi des temps de rencontres informels entre elles pour qu'elles apprennent à se connaître et à explorer des synergies, mais aussi des rencontres avec des acteurs du système, des directeurs d'école, des personnes qui travaillent dans ce qu'on appelle les PMS, des personnalités aussi des cabinets ministériels, pour favoriser vraiment la collaboration. Je pense que tous ceux qui travaillent dans le secteur vraiment de l'enseignement et de l'éducation sont là pour améliorer les choses, pour faire en sorte que les élèves puissent s'épanouir et vraiment réussir. Et c'est comment ensemble, collectivement, on peut faire cette différence. Ok. Donc j'ai plusieurs questions par rapport à tout ça. D'abord, vous visez à aider
Les enfants, à partir de quel âge? Est-ce qu'on parle uniquement primaire ou secondaire aussi? Ou est-ce qu'on parle aussi également des universités? On se focalise vraiment sur ce qu'on appelle l'enseignement obligatoire ou quasi obligatoire, qui va de l'âge de 3 ans à 18 ans et donc tout le maternel, le primaire et le secondaire et nos initiatives vraiment, sont toutes actives vers cette tranche d'âge, d'élèves. Elles sont actives dans les écoles, mais aussi peuvent proposer des services en extrascolaire, qui viennent, des activités qui viennent justement en solution pour améliorer le bien-être à l'école ou alors travailler sur une compétence. Par exemple, on a un projet qui s'appelle Debateville qui organise des clubs de débat après l'école et à travers ces clubs de débat, l'enfant en fait peut développer plein de compétences, à commencer par l'expression orale, mais il s'agit aussi à travers de débats d'être dans l'écoute, de s'engager sur des sujets sociétaux, de prendre position, d'avoir un esprit critique et donc de développer vraiment toutes ces compétences clés nécessaires pour s'épanouir, on pense, dans le 21e siècle. Et tout ça, ça se passe uniquement à Bruxelles ou bien c'est aussi en dehors de Bruxelles, donc en Wallonie peut-être, ou en Flandre aussi? Oui, donc notre réseau est principalement francophone, mais nous accueillons aussi des initiatives qui impactent la Flandre. Je dirais 70% de nos projets impactent Bruxelles et la Wallonie, et 30% aussi des activités en Flandre. Mais nous souhaitons vraiment pouvoir nous élargir à tout le territoire et justement être un acteur aussi qui permet des échanges et des liens entre ces deux communautés. Oui, effectivement, les communautés ont toujours intérêt à s'entraider. Je crois que ça a toujours un impact positif pour tout le monde. Alors, quand tu parlais des formations que vous réalisez, ça consiste en quoi? Quel type de formation vous allez donner? Alors, les formations qu'on donne, elles sont surtout ciblées en fonction des besoins de la communauté. Quand on voit qu'il y a un besoin qui est partagé au sein de nos membres, c'est là où on va se dire, tiens, besoin partagé, on va organiser une formation commune. Donc, il y a toute une série de formations qui sont sur des enjeux opérationnels. Par exemple, comment mieux améliorer son processus de décision. Comment favoriser la performance d'équipe et avec une meilleure communication au sein de l'équipe. Entre professeurs, dans une équipe... Non, alors on est vraiment... Donc, nous, qui on sert dans le réseau, en fait, ce sont des ASBL. Et au sein de ces ASBL, ce sont des salariés, des employés qui marchent comme en fait des startups. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour soutenir des startups, des incubateurs, etc. Mais peu qui soutiennent ces ASBL. Et donc, au sein des ASBL, vous avez parfois un parent d'élève, un professeur, un enseignant qui se retrouve à la tête d'une organisation, alors que c'est quelqu'un qui a jamais géré un projet et qui commence à grandir. Là, on faisait un déjeuner avec l'équipe bienveillance à l'école, qui aujourd'hui a une dizaine de collaborateurs. Ce sont tous des universitaires. On se retrouve à travailler en équipe, à gérer des projets, à gérer des budgets, à faire du fundraising, à faire de la communication. Et c'est souvent des compétences que ces personnes n'ont pas. Et nous, on est là pour justement les faire monter en compétences sur ces sujets-là. Donc, il y a un cycle beaucoup plus sur performance d'équipe. Et puis, il y a un cycle communication interne entre équipes. Il y a un cycle aussi sur la communication externe, donc tout ce qui est réseaux sociaux, sites web, mais aussi lien avec les pouvoirs publics, les médias, la presse. Et puis, on va aussi les faire monter en connaissance du secteur, où là, on organise des petites conférences ou des cafés pour qu'ils puissent comprendre comment est structuré le système, quelles sont les réformes en cours. Là, c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place cette année, avoir un peu des coffee corners avec, par exemple, une personne qui fait de la médiation dans les écoles, voilà, en quoi consiste son job, avec qui elle est en contact, ou encore rencontrer quelqu'un du cabinet ministériel et de comprendre qui fait quoi. Il y a une grosse réforme en cours autour du pacte d'excellence qui est une véritable opportunité en fait pour changer les choses. Et on fait en sorte que notre réseau, les ASBL qu'on accompagne, soient bien au courant de ces réformes et pour savoir comment s'y insérer, comment profiter de cet effet de levier en fait de changement en cours et comment mieux collaborer avec les écoles. Ok, je comprends. Est-ce que tu trouves pas étrange que ce soit finalement au privé pour régler les problèmes de fonctionnement dans l'éducation?
ça ferait pas partie du boulot finalement de l'État de s'assurer que l'éducation qu'il donne, c'est tout le package qui est aussi anti-discrimination et compagnie. Oui, bien sûr, c'est un très bon point. L'éducation, c'est une compétence vraiment gouvernementale. C'est une mission qui est portée par l'État et dans de nombreux pays, c'est le cas. Après, on se rend bien compte partout que c'est un modèle qui a ses limites, parce que je pense que c'est lié quand on devient une si grosse machine avec en plus des agendas politiques, etc. Certaines réformes peuvent être déconnectées du terrain, ou encore, c'est comme toutes les grosses sociétés, les grosses multinationales, c'est pas toujours évident d'avoir la créativité, l'innovation qui peut plus avoir lieu par des petites initiatives, par des individus aussi qui tout d'un coup sont vraiment confrontés aux problèmes et viennent avec une solution innovante. Et c'est là où vraiment pour nous il y a quelque chose qui est important, c'est essentiel, et je pense que la plupart des gouvernements se rendent compte de ça, se rendent compte de l'importance d'avoir un vivier quand même proche du terrain qui innove et qui apporte des solutions, et de rester en fait en veille et de rester ouvert vraiment à ce vivier d'innovation pour ensuite les intégrer en fait dans le système étatique et pouvoir leur répondre à grande échelle sur les territoires. Et pour nous, c'est un peu une mesure de succès qu'on a quand on voit toutes ces ASBL qui apportent des solutions. Par exemple, je pense que elle est une ASBL assez connue en Belgique, Teach for Belgium, qui fait partie de notre réseau, qui eux ont vraiment un savoir-faire au niveau du recrutement déjà de jeunes enseignants, de gens qui se prédisposaient pas en fait à devenir enseignants, sont séduits par l'offre Teach for Belgium, parce que Teach for Belgium vend ça comme un métier qui a du sens, qui peut avoir beaucoup d'impact, ce qui est vrai. Et ils offrent aussi un accompagnement de ces jeunes enseignants durant les 2 premières années. Or, on sait que 20% des enseignants quittent dans les 5 premières années, que c'est un métier très dur, que quand on se retrouve jeune enseignant dans une école, on a souvent les classes les plus difficiles, des emplois du temps difficiles, on est très seul, on n'a pas de manager pour nous accompagner. Et eux ont mis en place un pool de tuteurs qui accompagnent tous ces jeunes enseignants. Et ça, c'est quelque chose, c'est un modèle que, par exemple, les systèmes publics n'offrent pas aux jeunes enseignants. Et comment aujourd'hui, avec un pilote qui existe déjà depuis 5 ans et qui a fait ses preuves en fait, parce qu'ils ont moins d'enseignants qui décrochent dans leur programme que dans le système public, comment l'État peut s'inspirer de ça et le répandre à grande échelle sur le territoire. Et on souhaite vraiment, c'est quelque chose dont on est convaincu qu'il est nécessaire d'y avoir plus de collaboration entre les institutions publiques et ces initiatives citoyennes. Après, peut-être que ça fonctionne justement parce que ceux qui travaillent avec Teach for Belgium, ils font ça de manière volontaire, ils sont inscrits dans le programme parce qu'ils voient l'avantage. Alors peut-être que si l'État va dire à partir de maintenant, tous les profs entre tel âge et tel âge doivent au moins faire 5 ans de tutorat pour... Là, ça devient plus de manière volontaire, mais obligatoire. Peut-être que du coup, ils vont traîner la patte et que ça va être mal fait. En effet, il ne faut pas être aussi... Tout reste complexe et il faut trouver les bonnes méthodes et tout à fait prendre en compte la psychologie des gens. Et c'est pas black and white, c'est vraiment, il faut être créatif dans les solutions pour que ça soit adapté à la réalité du terrain. Ouais, clairement. Mais donc, c'était la question que j'allais te poser après, c'est que vous voyez les résultats de Be-Education, l'impact que vous avez finalement sur le terrain. Les chiffres sont bons, ou qu'est-ce que vous avez comme retour? Alors aujourd'hui, donc Be-Education, le réseau vraiment s'est constitué début 2020. C'est tout récent, donc c'est trop tôt pour nous de vraiment mesurer notre impact. Après, au sein de la communauté, il y a 2 choses. Il y a notre impact indirect, qui est en fait l'impact des organisations qui font partie du réseau. Et donc, chacune mesure en fait sa portée et son impact. Par exemple, là, on était avec Bienveillance à l'école, qui existe depuis 2016, qui eux ont commencé à accompagner une école pilote et qui aujourd'hui accompagnent 14 écoles, et ils font leur enquête en début de programme, en fin de programme, après les 2 ans, une enquête de satisfaction, d'évaluation du bien-être des élèves au sein de l'école. Et chaque organisation comme ça a sa mesure d'impact et
peut prouver ou prouve que sa solution a de l'effet. Ça, c'est l'impact indirect et on suit en effet avec notre communauté comment ça se passe. Après, ça reste un vrai sujet. L'impact est très difficile à mesurer dans le monde de l'enseignement parce qu'il y a tellement de paramètres en fait qui viennent influencer sur la vie d'un élève, l'impact de l'écosystème à la maison, les enseignants, ce qu'il vit dans son quotidien, et ça reste un énorme enjeu pour notre secteur. Que pour faire une mesure d'impact objective, pertinente, scientifique, ça demande des moyens colossaux. Il y a quelques universités qui vont faire le travail, mais tout en mettant toujours des réserves en disant, voilà... Ça concerne telle université, dans telle région, dans tel niveau d'éducation. Oui, voilà, ça concerne tel pool d'élèves sur un temps limité où on a pu mesurer ça, mais... Voilà, au final, se dire que mon programme a fait la différence dans la vie de l'élève, très très difficile à mesurer. Et je pense que l'avantage qu'on a, c'est que les financeurs sont assez conscients de ça et ne sont pas trop exigeants au niveau de la mesure d'impact parce qu'ils se rendent bien compte de la complexité de la chose. Et il y a un moment, il faut avoir des convictions. Il y a quand même des chiffres qui parlent, où on peut arriver à mettre des pourcentages. On se rend bien compte de... voilà, si jamais les écoles renouvellent leurs demandes, s'il y a plus d'écoles qui souhaitent se faire accompagner, s'il y a plus d'enseignants qui souhaitent revenir aux formations, ça, c'est des choses très tangibles, en fait, qui prouvent... exactement, c'est des indicateurs que ça marche. Un autre projet qui fait partie du réseau qui s'appelle APEDA, qui, eux, accompagnent des parents qui ont des élèves à besoins spécifiques et qui ont développé une plateforme où ils mettent à disposition gratuitement une série de livres sous format PDF adaptés à ces élèves qui ont ces besoins spécifiques. Et là, leur la demande et la commande de livres et le téléchargement de livres augmentent chaque mois, chaque année. Ça aussi, c'est un indicateur fort que en fait, le produit répond à un besoin. Ça, c'est l'impact indirect de nos projets. Nous, notre impact direct au sein de Be Education, quels sont un peu nos KPIs? On a déjà un premier... ça reste très subjectif, hein, mais on mesure en tout cas le taux de participation de nos projets à nos activités. Et puis, on a une enquête qu'on compte mener après déjà la première année en demandant au réseau si Be Education a participé à croître leur impact, si ça a participé à mieux connaître le secteur, si Be Education a participé à... s'ils ont collaboré davantage avec d'autres organisations grâce à Be Education, s'ils ont découvert de nouvelles organisations. On a une série d'indicateurs comme ça pour s'assurer qu'en effet, ce qu'on fait a de l'impact et les aide à grandir. Alors, tu as un peu parlé du début de Be Education, et on se rend bien compte qu'il y avait un manque criant. Mais comment vous est venue l'idée de Be Education ? Ça a l'air, pour moi, je me projette et je me dis, ça sent le vécu, c'est des parents, des profs ou des gens qui ont vu qu'il y avait des problèmes et qui ont voulu les résoudre. Ouais, alors ça, là, ta question porte plus sur les initiatives au sein de notre réseau, plus que Be Education. Parce que oui, les initiatives clairement du réseau partent souvent de ce constat-là, d'être confronté à un problème. Je parlais d'APEDA, typiquement, à la base, c'est un réseau de parents d'élèves et tous les parents d'élèves qui sont bénévoles dans l'association ont des enfants à besoins spécifiques. Et donc se rendent bien compte qu'elles ne trouvent pas le soutien dont elles ont besoin, que tout est un combat à l'école. Et donc, voilà, comment apporter une solution pour faire que leurs enfants, en fait, puissent réussir à l'école. Et en créant ça, il y a plein d'autres familles qui sont dans ce cas-là. Un autre projet qui fait partie du réseau, qui est porté par une ASBL qui s'appelle Bibliothèques sans frontières, s'appelle la Khan Academy. C'est un outil en ligne qui est en fait une série de vidéos et de tests sur vraiment les sujets appris à l'école. Donc ça va être maths, sciences, histoire. Et ça, l'histoire est assez sympa. C'est un monsieur Khan, Salman Khan, qui est américain et qui travaille dans la finance aux États-Unis, et qui donnait des cours au téléphone à sa nièce qui habitait à New Mexico, qui galérait un peu en maths. Et il se trouve qu'il est assez drôle, qu'il explique bien. Puis il a commencé à s'amuser avec une app sur un iPad, un tableau noir, à faire des cours de maths.
et à mettre ses vidéos sur un support facile, YouTube. Et elle a commencé à regarder les vidéos avec ses copines, avec des copains de copains dans les classes qui commençaient à s'accrocher, à comprendre mieux les maths parce que, voilà, encore une fois, il est drôle, il explique bien. Et des milliers de jeunes ont commencé à regarder ces vidéos. Et là, la Bill and Melinda Gates Foundation s'est dit, mais cette idée est brillante pour permettre le raccrochage scolaire ou soutenir des élèves en difficulté qui n'ont pas les moyens de se payer des profs particuliers, des tuteurs à domicile. Ils se sont dit, on va financer la création d'une plateforme avec justement ces vidéos bien ficelées, des tests, et qui soient complètement gratuites et accessibles à tous. Et donc aujourd'hui, la Khan Academy aux États-Unis, c'est utilisé par plus de 60 millions de jeunes Américains. Et tout a été traduit en français pour les programmes francophones par Bibliothèques sans frontières. Les vidéos, les tests sont adaptés aux programmes scolaires. Et ça, je trouve que c'est une chouette histoire. Ouais, c'est une chouette histoire, effectivement. Ok. On en vient à la crise du Covid. Tu as dit que ça avait été forcément une rentrée plus difficile que d'habitude, et aussi que le milieu éducatif et les enfants sont toujours touchés par des tonnes et des tonnes de problèmes qui font que c'est difficile de juger si vraiment quel a été votre impact. Et ici, clairement, ils sont dans une situation complètement nouvelle, jamais vue, qui a sûrement bouleversé leur éducation. Comment vous l'avez vécu déjà en interne et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place ? Il y a eu une belle mobilisation, en tout cas, du réseau par rapport à la situation, et en même temps une frustration, parce que parfois on se sent impuissant, surtout sur la question des inégalités scolaires. En fait, ça a été un vrai moment, un énorme enjeu pour tous les enfants qui sont dans des domiciles qui ne permettent pas de s'isoler pour travailler, qui n'ont pas de connexion à Internet, qui n'ont pas d'appareil numérique, ou alors qui dépendent aussi d'enseignants qui n'ont pas joué le jeu et qui n'ont pas forcément bien poursuivi les cours à distance. Et c'est là où vraiment se creusent les inégalités. Et face à cette situation, on se sent très impuissant. Alors, il y a eu des mobilisations pour collecter des ordinateurs, les distribuer, mais ça remplace pas la présence en classe. Pour certains élèves aussi, ça a été très difficile de se retrouver isolé, alors que c'est un âge, surtout à l'adolescence, on a besoin d'appartenir à un groupe. Alors là, il y a eu des vraies mobilisations pendant l'été, justement, pour offrir des activités en présentiel à tous ces enfants. Et à côté de ça, quand même des belles idées, des belles solutions pour offrir des temps en ligne. Je pense par exemple à Scola ULB, qui est un autre projet qui fait partie de notre réseau, qui eux font du tutorat dans les écoles où les étudiants donc, de l'ULB sont formés pour faire du tutorat après les classes sur des matières précises et accompagnent un groupe d'élèves. Eux ont commencé à mettre en place le tutorat à distance en utilisant vraiment les moyens du bord. Donc ça peut être sur WhatsApp, sur Skype, sur Zoom, à les recruter en ligne, à les former en ligne et à faire ce tutorat à distance. Et ils ont fait notamment pendant l'été tous des cycles comme ça à distance qui ont vraiment permis de pallier un petit peu les difficultés. Après, c'est aussi une période qui a offert des vraies opportunités pour tous les projets dans le numérique. Là où il y avait une certaine réticence et qui est complètement légitime face à la vraie question du numérique à l'école, l'addiction aux écrans, qui n'est pas une question évidente, mais qui est une réalité dans laquelle on vit. Et je pense que ça a été une vraie aubaine pour que les enseignants, les élèves aussi, les parents réalisent la chance et la puissance et l'effet de levier que peut avoir un outil numérique sur l'apprentissage. Ou parfois, pour un élève qui décroche, qui n'arrive pas à suivre en maths à l'école, regarder une vidéo, sur un outil numérique, peut lui redonner le goût des maths. Certaines écoles ont vu que un cours à distance et en laissant les enfants en autonomie se passait mieux qu'un cours en présentiel. C'est une vraie opportunité de réflexion sur comment tirer parti de l'existence du numérique pour favoriser la réussite des élèves. Quel message tu donnerais aux écoles et aux associations qui sont dans votre réseau pour les aider à surmonter la crise du Covid ? Je parlerai de résilience. Je pense que c'est un temps qui fait vraiment appel à notre résilience, où il faut s'accrocher. Je dirais aussi d'être ouvert et de chercher les opportunités que cette crise apporte,
parce que toute crise offre des opportunités qu'on ne voit pas forcément, et donc de rester connecté à sa créativité et de s'ouvrir davantage à la collaboration aussi. On est plus fort à plusieurs, et de se dire, de chercher, voilà, d'être connecté à une barrière, un blocage, et de voir si, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait m'aider à résoudre ça, à débloquer ça. Ouais, faire appel à vraiment la collaboration et l'intelligence collective. Si voilà, je suis une SBL qui est intéressée par le réseau Be-Education, comment est-ce que je vous contacte? Comment est-ce que je fais pour travailler avec vous finalement? Oui, donc pour faire partie du réseau Be-Education, la première chose, c'est il faut s'assurer que le projet s'inscrit bien dans un de nos 4 axes, donc qui est la lutte contre les inégalités et le décrochage scolaire, le renforcement des apprentissages, l'incitation à agir en citoyen responsable et la lutte contre le harcèlement. Et puis, nous soutenons des projets qui ont déjà fait leurs preuves. On ne soutient pas des projets complètement naissants, on ne va pas soutenir une idée. L'idée, c'est d'avoir déjà constitué une ASBL et avoir travaillé avec quelques écoles, ou alors déjà avoir fait quelques pilotes avec des élèves. Et nous cherchons, pour rejoindre le réseau, c'est aussi adhérer à nos valeurs qui sont autour de vraiment l'impact, où on cherche des projets qui s'adressent donc à ces enjeux majeurs et qui ont l'ambition et qui souhaitent toucher le plus grand nombre d'enfants. Il faut être aussi ouvert à la collaboration. Donc quand on rejoint le réseau, on signe une charte qui à la fois engage Be-Education à soutenir le projet de différentes façons, mais aussi en contrepartie, le projet s'engage à offrir du temps à la communauté, à animer un atelier pour la communauté, à participer à nos enquêtes, à nos brainstorming. Pour nous, c'est vraiment important qu'ils nous donnent du temps pour partager leur remontée terrain, pour répondre à nos enquêtes, et ce qui nous donne du contenu à valoriser après à l'extérieur. Nos valeurs aussi d'empowerment, nous cherchons pas à créer de la compétition, mais vraiment à ce que chacun trouve sa place, et on encourage vraiment... on valorise chacun et on ne cherche pas à faire à la place d'eux. Et enfin, l'empathie, qui est une valeur vraiment importante, et où, en rejoignant le réseau, on est vraiment aussi à l'écoute des acteurs de terrain, des enseignants, des directeurs d'école, de tous les services qui tournent autour du système, où on est vraiment à l'écoute aussi de leur réalité, de leurs besoins. Et donc, une adhésion aux valeurs est clé pour nous, pour quelqu'un qui souhaiterait rejoindre le réseau. Ok. À terme, c'est quoi l'avenir de Be-Education? Ouais, donc l'avenir de Be-Education, donc on s'est lancé cette année, on a une communauté de 27 organisations qui de départ, et puis là on travaille sur un projet immobilier. On a un souhait quand même de créer un lieu qui soit vraiment dédié à toute cette communauté, et d'avoir un espace de coworking, mais qui soit aussi un espace de formation, un espace de conférences, un espace pour des activités éventuellement à destination d'élèves aussi, pour 2 choses, qui puissent à la fois favoriser la collaboration et les synergies entre tous ces acteurs. Et malgré la situation du Covid, les acteurs ont toujours besoin d'avoir des espaces d'échange, de travail, et on est persuadé qu'un lieu physique puisse vraiment participer à ça, et un lieu aussi qui puisse favoriser la visibilité de ces initiatives, et dans lequel on puisse inviter des influenceurs, des decision makers, et ce genre de profil. Donc ça, c'est quelque chose d'assez excitant sur lequel on travaille. Et aujourd'hui, on est en projet pilote à Bicentral qui accueille 8 de nos projets. On partage un espace de travail, et on peut déjà mesurer les fruits d'être dans un espace partagé. Je remercie d'ailleurs encore Bicentral d'avoir rénové une aile et de nous accueillir malgré une mission qui pour eux est sur la formation, mais beaucoup plus sur la transition numérique. Et à terme, l'idée, c'est de ne pas être une communauté aussi trop importante par rapport à nos capacités, mais à nos publics cibles et ce qu'on cherche à faire. Donc je pense que on se fixe d'avoir un réseau entre 35 et 40 organisations à moyen terme. Et un autre de nos enjeux, ça sera vraiment de travailler sur la visibilité de ces initiatives auprès des bénéficiaires, pour qu'elles aient vraiment aussi un service et une offre qui soit pertinent pour les bénéficiaires. Donc quand je dis les bénéficiaires, c'est les élèves, les enseignants, les directeurs d'école,
et aussi plus de visibilité auprès des institutions publiques, des ministères, des réseaux d'écoles. Voilà ce qui nous attend. Donc pour la fin, j'aimerais te demander si tu as un message pour les auditeurs cette fois. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire ? Que l'enseignement et l'éducation, c'est quelque chose de primordial pour notre société. On entend souvent quelle planète voulons-nous laisser à nos enfants, mais il y a aussi la question quels enfants voulons-nous laisser à notre planète. Et donc là, c'est pas seulement un message environnemental, mais aussi social, et faire en sorte que voilà, on soit tous derrière cette prochaine génération pour qu'elle puisse à la fois réussir, s'épanouir, agir en citoyen responsable dans une société pacifique. Magnifique, magnifique. J'adore cette punchline, je vais la garder. Ben voilà, super. Je vais maintenant inviter tout le monde à vous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Be Education, vous êtes sur Facebook, bien évidemment. On est sur Facebook, qui est notre moyen le plus actif, et dans l'enseignement, d'ailleurs, Facebook est assez populaire. Sur LinkedIn également, un petit peu sur Twitter. Et sinon, nous avons une newsletter que nous envoyons toutes les 6 semaines à peu près sur les actualités du secteur, les offres d'emploi, les appels à projets. Ok. Ben voilà, super. Ben, je te remercie beaucoup. Merci Benjamin. Salut. Salut.